Je travaille comme concierge dans cette vieille école depuis plus de 15 ans. Mon shift commence toujours à la tombée de la nuit, quand les couloirs se vident et que les élèves rentrent chez eux. J'ai toujours aimé le calme après l'agitation de la journée, quand il ne reste que moi, mes outils de nettoyage et les longs couloirs silencieux. Chaque soir, je commence par le même rituel. Je balaie les classes, je nettoie les tableaux et je vérifie que tout est en ordre avant de passer à l'étage suivant. La nuit, l'école a une atmosphère différente. C'est un lieu familier, mais transformé par l'obscurité. Le bruit de mes pas résonne dans les couloirs, se répercutant contre les murs. Parfois, on entend des craquements, des portes qui grincent à cause du bois usé ou du vent qui s'infiltre par les fenêtres anciennes. Rien de bien inquiétant, juste des sons normaux d'un bâtiment qui vit, même vide. Pourtant, depuis quelques semaines, il y a un bruit que je n'arrive pas à expliquer. Je l'ai d'abord remarqué alors que je passais l'aspirateur dans le couloir principal, juste avant de terminer ma ronde. C'étaient des bruits de pas, légers, presque imperceptibles, comme si quelqu'un marchait derrière moi. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé que c'était mon esprit qui jouait des tours à cause de la fatigue, ou peut-être un bruit dû à l'écho de mes propres pas. Mais ce bruit revenait presque chaque nuit. Il y avait toujours ce même rythme. Ces pas qui semblaient me suivre de loin. Lorsque je m'arrêtais pour écouter, tout s'arrêtait aussi. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité qui s'étendait dans le couloir vide. Une nuit, le bruit des pas est devenu impossible à ignorer. J'étais dans le couloir du 3e étage, celui où les fenêtres donnent sur le terrain de sport. J'avais fini de nettoyer les dernières salles de classe et tout était étrangement silencieux, plus que d'habitude. C'est à ce moment-là que je les ai entendus à nouveau, ces pas discrets mais distincts derrière moi. Cette fois-ci, ils étaient plus proches. Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais je me suis dit que c'était probablement un élève qui s'était caché, peut-être quelqu'un qui voulait échapper à une punition ou simplement me faire une farce. J'ai pris ma lampe de poche et je me suis retourné brusquement, prêt à surprendre le plaisantin. Mais il n'y avait personne. Le couloir était désert, comme toujours. Pourtant, le son des pas était encore dans l'air, comme un écho qui refusait de se dissiper. J'ai avancé de quelques mètres. Et les pas ont recommencé, cette fois parfaitement synchronisés avec les miens. Plus j'accélérais, plus ils s'accéléraient. Je me suis arrêté net, le silence est tombé immédiatement, lourd, oppressant. C'est à cet instant que je l'ai vu pour la première fois. Au fond du couloir, dans l'obscurité à peine éclairée par les lampadaires extérieurs, une silhouette se tenait là. Elle ne bougeait pas, mais je pouvais distinguer sa forme, celle d'un jeune garçon, immobile, comme s'il m'observait. Mon estomac s'est noué, et pendant un moment, je n'ai pas su quoi faire. Mon instinct m'a dit de courir, mais ma curiosité, ou peut-être mon devoir, m'a retenu. J'ai allumé la lumière du couloir d'un coup sec, et tout a disparu. La silhouette, les bruits, il ne restait que le couloir vide comme si rien ne s'était passé. Mais je savais ce que j'avais vu. Les nuits suivantes, la même chose s'est répétée. Chaque fois que je faisais ma ronde, les pas me suivaient à distance. Je me retournais toujours brusquement, essayant de surprendre ce qui, ou plutôt qui, me suivait, mais je ne voyais rien d'autre que cette ombre floue au bout du couloir. Elle était toujours là, immobile, mais à chaque nouvelle nuit, elle semblait être un peu plus proche. Un soir, je me suis dit que je devais en avoir le cœur net. Peut-être que je devenais paranoïaque, fatigué de mes longues heures de travail en solitaire dans cette école aux murs chargés d'histoire. J'ai commencé à poser des questions discrètes aux autres employés, mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Certains m'ont même lancé un regard étrange, comme s'ils se demandaient si je n'étais pas en train de perdre la tête. Cependant, ce que je ressentais devenait de plus en plus réel. Je ne dormais presque plus, hanté par des cauchemars où l'ombre m'approchait, toujours plus près, me fixant de ses yeux invisibles. Quand je me réveillais, en sueur, je sentais parfois un frisson glacial dans la pièce, comme si quelque chose avait réellement été là. Plus troublant encore, je me suis mis à remarquer de petits détails dans l'école. Des objets déplacés sans explication, des chaises retournées,
des portes qui claquaient soudainement sans courant d'air. Mais le plus étrange était le fait que je n'étais pas le seul à avoir vu lui. Une fois, j'ai surpris une conversation entre deux élèves qui parlaient d'un garçon étrange qu'ils avaient aperçu dans le couloir après les heures de cours. Ils disaient qu'il avait l'air perdu, presque transparent. Mais quand ils avaient essayé de s'approcher, il s'était volatilisé. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas fou. Ce que je voyais, ce que j'entendais, c'était bien réel. Les nuits devenaient de plus en plus angoissantes. Les pas, autrefois distants, semblaient maintenant me coller à la peau, comme une présence constante qui m'accompagnait dans chaque recoin de l'école. J'avais l'impression d'être observé en permanence, et ce n'était plus seulement dans les couloirs. Même dans les salles de classe, en nettoyant les tableaux ou en arrangeant les chaises, je sentais des yeux invisibles fixés sur moi. La silhouette du garçon ne se contentait plus de m'apparaître à distance. Elle se manifestait plus souvent, plus proche, et chaque fois que je la voyais, elle semblait plus nette, plus tangible. Ma santé mentale commençait à en pâtir. Je dormais à peine, constamment sur le qui-vive. Le moindre bruit me faisait sursauter. J'avais développé une obsession malsaine pour ce garçon. Qui était-il? Pourquoi apparaissait-il? J'ai même fouillé les archives de l'école, espérant trouver une trace d'un élève décédé ou disparu, mais il n'y avait rien. Pas de tragédie liée à un garçon correspondant à sa description. C'est alors que quelque chose de terrifiant s'est produit. Une nuit, alors que je faisais ma ronde habituelle, j'ai ressenti une pression sur mes épaules, comme si une main invisible s'était posée sur moi. J'ai immédiatement tourné la tête, mais bien sûr, il n'y avait personne. Cependant, la sensation était si réelle que j'ai frissonné de la tête aux pieds. C'était comme si cette présence avait décidé de franchir une nouvelle étape, de passer du simple observateur à quelque chose de plus physique. J'ai essayé d'ignorer ce qui s'était passé, de me concentrer sur mon travail. Mais à chaque pas que je faisais, les bruits revenaient, plus forts, plus insidieux. Ce n'était plus seulement des pas derrière moi. Parfois j'entendais des chuchotements, à peine audibles, qui semblaient se mêler à l'écho de mes propres mouvements. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais plus seul dans ces couloirs. Ce garçon, ou plutôt cette chose, voulait que je sache qu'il était là, qu'il me voyait, qu'il m'attendait. Cette nuit-là, j'ai décidé que ça devait s'arrêter. Je ne pouvais plus continuer à travailler en étant hanté par cette présence. Il fallait que je fasse face, que je mette fin à ce cauchemar. Alors, j'ai élaboré un plan. Plutôt que de fuir ou d'ignorer les bruits, j'allais attendre. J'allais provoquer cette chose, la forcer à se montrer, à se révéler complètement. J'ai éteint toutes les lumières des couloirs, me laissant dans une obscurité totale, avec seulement ma lampe de poche pour me guider. Le bâtiment était silencieux, si ce n'était pour les craquements habituels des vieux murs et des portes mal ajustées. Mais je savais que ça ne durerait pas. J'ai commencé à marcher lentement, chaque pas résonnant dans le vide de l'école. Il ne fallut pas longtemps avant que j'entende les pas derrière moi, toujours aussi synchronisés, comme une ombre imitant mes mouvements. J'ai continué à avancer, les battements de mon cœur s'accélérant à chaque instant. Les pas se faisaient plus rapprochés, presque collés à mes talons. Puis, je me suis arrêté brusquement, tenant ma lampe fermement. Les pas se sont arrêtés avec moi, dans un silence oppressant. Je me suis retourné, et là, à seulement quelques mètres de moi, il était là. Le garçon. Cette fois, je pouvais le voir clairement. Il avait des traits pâles, presque translucides, et des yeux vides, noirs comme la nuit. Il me fixait immobile, comme s'il attendait quelque chose de moi. Mon souffle s'est coupé, et pendant un instant, le temps semblait s'être arrêté. J'ai allumé ma lampe de poche, la braquant directement sur lui. Mais au lieu de disparaître, comme il l'avait toujours fait avant, il a avancé, lentement vers moi. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai voulu reculer, courir, mais mes jambes semblaient clouées au sol. Puis, j'ai senti ce froid glacial sur ma nuque, comme la dernière fois, cette main invisible qui m'avait touché. Mais cette fois, elle était plus forte, plus présente. Mon corps tout entier s'est figé, incapable de bouger. Le garçon s'est approché encore plus, jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de mon visage. Je pouvais sentir son souffle glacé sur ma peau. Ses lèvres se sont ouvertes,
mais aucun son n'est sorti. Ce n'était pas un humain. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Quand enfin j'ai pu bouger, j'ai couru. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la sortie de l'école. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. J'ai quitté mon travail, changé de ville. Mais parfois, la nuit, quand tout est silencieux, j'entends encore ces pas, quelque part derrière moi, comme une ombre qui me suit toujours, attendant le bon moment pour réapparaître. Les jours suivants, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation étrange. La bibliothèque, un lieu qui m'avait toujours semblé si paisible, avait désormais quelque chose de dérangeant. Chaque soir, en prenant mon service, je me sentais observé. Rien de concret, juste une présence invisible, presque palpable. Chaque petit bruit, chaque craquement du bâtiment me faisait sursauter. Les nuits étaient calmes, trop calmes. Une semaine après l'incident de la chaise, j'étais de nouveau en train de ranger des livres dans la section de littérature. Les mêmes allées, les mêmes étagères. Mais cette fois, j'étais plus sur mes gardes. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil à la chaise au fond de l'allée. Chaque fois que je la regardais, elle était parfaitement immobile. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal à son sujet. Cette nuit-là, alors que je m'apprêtais à terminer mon rangement, un livre est tombé d'une étagère sans que je ne le touche. Le bruit a brisé le silence d'une manière tellement brutale que j'ai sursauté, laissant échapper un cri étouffé. Je me suis retourné brusquement, le cœur battant, pour voir le livre à terre. J'ai essayé de me rassurer, de me dire que peut-être il n'avait pas été bien placé. Mais en le ramassant, je me suis rendu compte que c'était le seul livre qui avait bougé. Le reste de l'étagère était intact, chaque volume parfaitement aligné. Je me suis penché pour ramasser le livre et, en me relevant, j'ai senti un frisson glacial parcourir ma nuque. La même sensation de présence. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait toujours personne. C'était comme si cette partie de la bibliothèque avait une vie propre, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait attirer mon attention. En quittant la section, je me suis sentie plus lourde, plus anxieuse. Chaque soir, quelque chose semblait différent, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la chaise qui s'était balancée toute seule. Pourtant, je continuais à faire mon travail, essayant de repousser cette peur croissante. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'étrange se passait ici, et que ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, ma curiosité a pris le dessus. Je n'arrivais pas à oublier les incidents étranges. La chaise qui se balançait, le livre qui tombait sans raison, et cette sensation oppressante de ne jamais être vraiment seul. Il fallait que je comprenne ce qui se passait dans cette bibliothèque. Un soir, pendant une pause, j'ai décidé de poser des questions à l'un des enseignants les plus anciens, M. Laurent. Il travaillait à l'école depuis plus de 20 ans et connaissait chaque recoin du bâtiment. Alors que nous étions dans la salle des professeurs, je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler d'événements étranges dans la bibliothèque. Mon cœur s'est serré. Comment ça, mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Laurent a pris une grande inspiration avant de continuer. C'était un accident tragique. Un garçon du nom de Thomas. Il venait souvent après les cours pour lire. Il avait sa place habituelle, toujours la même chaise dans la section de littérature. Un jour, alors qu'il était seul, une étagère s'est effondrée. Elle l'a écrasé avant que quelqu'un puisse intervenir. Il est mort sur le coup. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Depuis, il y a eu d'autres incidents? Monsieur Laurent a hoché la tête lentement. Quelques-uns. Des professeurs, des élèves, des surveillants ont rapporté des phénomènes étranges. Des rires, des ombres et cette chaise, celle où il s'asseyait toujours. Elle bouge parfois. Beaucoup disent que c'est l'esprit de Thomas qui hante encore la bibliothèque. En entendant ces mots, tout ce que j'avais vécu ces derniers jours prenait soudain un autre sens. La chaise qui se balançait, le rire que j'avais entendu, tout concordait avec ce que M. Laurent venait de me raconter. Un malaise profond m'envahit, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. J'avais éveillé quelque chose, et je devais maintenant affronter la vérité sur ce lieu. Avant de partir, M. Laurent m'a regardé dans les yeux et m'a dit «
Si tu veux un conseil, n'y retourne pas seul la nuit. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec l'esprit tourmenté. Les révélations de M. Laurent résonnaient dans ma tête, et je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce qui s'était passé dans la bibliothèque. J'étais déterminé à ne pas laisser la peur m'envahir. Mais une part de moi savait que je ne pouvais plus ignorer la présence de Thomas. Les nuits suivantes, l'atmosphère dans la bibliothèque devenait de plus en plus oppressante. J'entrais chaque soir avec un mélange d'appréhension et de curiosité, mon cœur battant à tout rompre. La chaise continuait de me hanter, et la sensation d'être observé ne faisait que s'intensifier. Les murmures que j'avais entendus semblaient maintenant se rapprocher, presque comme une mélodie familière que j'avais oubliée. Un soir, j'ai décidé de faire face à cette peur. J'ai pris une grande respiration et me suis dirigé vers la section de littérature, vers cette chaise maudite. À mesure que je m'approchais, je pouvais sentir l'air devenir plus froid, une brise glaciale m'entourant, comme si quelque chose cherchait à m'atteindre. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne, juste moi, et le silence écrasant de la bibliothèque. En me tenant devant la chaise, j'ai décidé de l'affronter. Je voulais comprendre ce qui se passait, pourquoi la chaise semblait avoir sa propre volonté. J'ai murmuré, presque en tremblant. « Thomas, est-ce toi? Pourquoi es-tu ici ?» À cet instant, un frisson glacial a traversé mon corps. La chaise a commencé à balancer doucement, comme si elle répondait à ma question. Mon cœur battait la chamade, alors que je réalisais que j'étais réellement seul, avec une entité qui avait peut-être encore des choses à dire. Je me suis assis sur la chaise, le souffle court. J'étais prêt à l'écouter. À ce moment, des bruits étranges ont commencé à résonner autour de moi, des chuchotements qui semblaient s'intensifier. Les livres autour de moi ont commencé à vibrer légèrement, comme si quelque chose de vivant était en train de se réveiller. Je pouvais entendre une rumeur, une mélodie familière, et je compris que c'était une chanson que Thomas aimait. La lumière a vacillé, plongeant la section dans une semi-obscurité. Je pouvais sentir sa présence, lourde, comme une ombre qui flottait au-dessus de moi. Puis, j'ai vu une silhouette se dessiner dans le coin de ma vision, un enfant aux yeux vides qui me regardait intensément. Paniqué, je me suis levé, prêt à fuir. Mais quelque chose m'a retenu. C'était comme une main invisible, me poussant à rester. Je savais que je devais comprendre, que cette confrontation était inévitable. Je suis resté là, immobile, tandis que le monde autour de moi semblait se tordre et se plier. La tension dans la bibliothèque atteignait son paroxysme. Je me tenais là, paralysé, devant cette silhouette indistincte qui semblait flotter juste au bord de mon champ de vision. Mon cœur battait à tout rompre, mais une partie de moi savait que je ne pouvais pas fuir. J'étais ici pour faire face à l'esprit de Thomas. « Thomas, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, » murmurai-je, ma voix tremblante. « Tu n'as pas besoin d'être seul. » À ces mots, la silhouette s'est légèrement avancée, et j'ai pu distinguer un visage, celui d'un jeune garçon. Ses yeux étaient vides, mais j'ai ressenti une profonde tristesse émaner de lui. La chanson que j'entendais précédemment s'intensifiait, presque comme un chant d'adieu. J'ai compris qu'il était perdu, en quête de paix. Les livres autour de moi ont commencé à tomber, un à un, comme si le lieu entier était en émoi. Je savais que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas laisser cet esprit errer éternellement dans cette bibliothèque. « Que veux-tu, Thomas? Comment puis-je t'aider » Soudain, un souffle glacial a parcouru ma nuque et la silhouette s'est rapprochée encore plus. Une sensation de désespoir m'a envahi, comme si le garçon essayait désespérément de communiquer quelque chose. Je me suis concentré, cherchant à ressentir ses émotions, à comprendre ce qui le retenait ici. Puis, tout à coup, la pièce s'est éclairée d'une lueur étrange, et j'ai vu la chaise, celle où il avait toujours été assis, se balancer de plus en plus vite, comme si elle était le témoin de notre échange. Les chuchotements se sont intensifiés, prenant la forme d'une phrase que j'ai enfin pu comprendre. « Libère-moi ». Mon cœur a fait un bond. Je savais ce que cela signifiait. J'ai pris une profonde inspiration et, avec toute ma volonté, j'ai déclaré « Thomas, tu es libre. Tu n'as plus à rester ici. Va vers la lumière. » À cet instant, un calme apaisant a envahi la bibliothèque. Les livres ont cessé de tomber, et la silhouette de Thomas a semblé s'illuminer,
comme si une partie de lui se détachait de cette réalité. La chanson a pris fin, et la présence qui pesait sur moi s'est doucement dissipée. Je suis resté là, les larmes aux yeux, réalisant que je venais de vivre quelque chose d'incroyable. Thomas avait trouvé la paix, et moi, j'étais enfin libre de cette peur qui m'avait hanté. En quittant la bibliothèque, je savais qu'elle ne serait plus jamais la même. Alors que je me retournais une dernière fois, j'ai cru voir la chaise, immobile, mais d'une manière qui semblait maintenant sereine. Une douce chaleur m'a envahi, comme une promesse de tranquillité, me laissant avec l'espoir que, peut-être, d'autres âmes pourraient trouver leur chemin vers la lumière, tout comme Thomas. Je me souviens encore de l'odeur du vieux bois, et du bruit des chaussures qui crissaient sur le sol du gymnase. Ce lieu n'était pas vraiment effrayant à première vue, juste un gymnase comme les autres. Les murs étaient couverts de filets de basket, de vieilles affiches de tournois de volley, et dans un coin, il y avait cette horloge ancienne qui ne semblait jamais marquer la bonne heure. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'indéfinissable, une sorte de froideur étrange, même lorsque le soleil frappait les vitres en fin d'après-midi. Nous étions une petite équipe, une dizaine d'élèves au maximum, habitués à passer nos après-midi à s'entraîner ici, sous l'œil attentif de notre entraîneur, Monsieur Lebrun. Il était strict, mais juste, et son sifflet pendu autour de son cou rythmait chacun de nos mouvements sur le terrain. Aujourd'hui pourtant, tout semblait un peu différent. C'était une journée comme les autres. Pourtant, dès que je suis entré dans le gymnase, j'ai ressenti une étrange pression, une lourdeur que je ne pouvais expliquer. Les autres semblaient n'y prêter aucune attention. Ils riaient, plaisantaient en lançant les ballons de volley d'aller d'un côté du terrain. Moi, je ne pouvais m'empêcher de regarder autour de moi, comme si quelque chose m'épiait, quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je secouais la tête, essayant de me débarrasser de cette sensation. Ce n'était qu'une journée normale, après tout. Mais cette impression persistait, sourde, tapie dans un coin de mon esprit, prête à ressurgir à tout moment. Le gymnase était grand, peut-être trop grand pour nous. Parfois, lorsque l'écho de nos voix résonnait dans les hauteurs des gradins vides, je me demandais pourquoi ils avaient construit un endroit si vaste pour une si petite école. Mais on s'y habituait. On finissait par ne plus remarquer l'immensité des lieux, ni même l'étrange résonance de nos pas. Enfin, jusqu'à ce jour. Le début de l'entraînement s'était passé comme d'habitude. Monsieur Lebrun avait fait sonner son sifflet, nous appelant à nous mettre en ligne pour les échauffements. Le son perçant du sifflet résonnait dans le gymnase, mais aujourd'hui, il semblait se perdre plus rapidement que d'habitude dans l'écho. Peut-être que c'était mon imagination. Nous courions en cercle, les ballons rebondissant mollement sur le sol, tandis que nos pieds frappaient la surface lisse du terrain. Puis, c'est arrivé pour la première fois. Un coup de sifflet, net, clair, mais différent. Plus aigu, presque plus agressif que celui de Monsieur Lebrun. Je me suis arrêté brusquement, pensant que c'était lui qui avait sifflé pour nous donner une nouvelle instruction. Pourtant, il se tenait de l'autre côté du terrain, son propre sifflet toujours pendu autour de son cou. Je l'ai vu froncer les sourcils, surpris lui aussi. « Qui a sifflé ?» demanda-t-il, sa voix résonnant à travers le gymnase. Personne n'a répondu. On se regardait tous, un peu perdus, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais l'instant passa vite, et nous avons repris l'entraînement, mettant cela sur le compte de notre imagination ou d'un simple malentendu. Ce n'était que le début. À plusieurs reprises, alors que nous jouions, ce même sifflement retentissait dans le gymnase, coupant net nos échanges, provoquant des arrêts brusques de nos mouvements. Chaque fois, nous regardions Monsieur Lebrun, mais il n'avait jamais touché à son sifflet. Une tension étrange s'installait parmi nous, invisible mais palpable, comme une brume qui s'épaississait doucement autour de nous. « C'est peut-être le vent, » dit Paul, l'un des garçons, pour rompre le silence pesant. Le vent? Dans un gymnase fermé, sans fenêtre ouverte? Personne n'y croyait vraiment, mais personne ne disait rien non plus. Après tout, que pouvions-nous faire? Le sifflement continuait, parfois proche, parfois lointain, comme s'il se déplaçait dans le gymnase, cherchant à nous perturber.
Chaque coup de sifflet semblait plus menaçant que le précédent, comme un avertissement invisible qui nous échappait. Je n'arrivais pas à me sortir ces apitoses de la tête. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant, comme si ce son appartenait à quelqu'un ou à quelque chose qui ne devait pas être là. Pendant les jours suivants, les apitos continuèrent de résonner pendant nos entraînements, toujours imprévisibles, toujours glaçants. Chaque fois, M. Lebrun vérifiait son propre sifflet, mais il restait silencieux, accroché autour de son cou. Peu à peu, nous commencions à parler entre nous, chuchotant sur la possibilité d'une blague de mauvais goût, ou pire, quelque chose que nous n'osions pas nommer. C'est alors que Clara, l'une des filles de l'équipe, décida de creuser un peu. Elle avait toujours été curieuse, du genre à fouiller dans les archives de l'école pour des projets de classe ou à poser des questions embarrassantes au professeur. Un jour, après l'entraînement, elle nous rassembla dans un coin du gymnase, une expression grave sur le visage. Elle avait trouvé quelque chose. « Vous connaissez l'histoire du vieux coach, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Nous la regardions, perplexes. Aucun de nous ne savait de quoi elle parlait. Il y a des années, avant que M. Lebrun soit ici, il y avait un autre entraîneur. Un type qui était super strict. Il s'appelait François Delcourt. On dit qu'il était obsédé par le contrôle sur le terrain, qu'il utilisait toujours son sifflet pour tout diriger. Il ne laissait rien au hasard. Elle marqua une pause, son regard balayant le gymnase comme si elle s'assurait que personne d'autre ne nous écoutait. Un jour, il est mort. Ici, dans ce gymnase, pendant un entraînement. Certains disent qu'il a fait une crise cardiaque. Mais il y a des rumeurs, des histoires qui courent parmi les anciens élèves. Ils disent que ce n'était pas naturel, que c'était comme si quelque chose l'avait pris. Depuis, il y a toujours eu des choses étranges ici. Des apitos, des bruits, des ombres. Un frisson parcourut mon échine. J'avais entendu des histoires de fantômes auparavant, mais jamais rien d'aussi précis, rien qui ne semble aussi féenne. Je n'aimais pas ça, et visiblement, je n'étais pas la seule. L'atmosphère dans le gymnase déjà lourde sembla devenir plus oppressante. Certains d'entre nous ricanèrent nerveusement, tentant de minimiser l'histoire, mais il était clair que personne n'y croyait vraiment. Clara, elle, restait silencieuse, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle ne rigolait pas. Les jours suivants, l'atmosphère dans le gymnase devint presque insupportable. Chaque coup de sifflet semblait plus proche, plus agressif, comme s'il cherchait à attirer notre attention, à nous rappeler que nous n'étions pas seuls ici. Les rires avaient disparu. À chaque séance, nous entrions dans le gymnase avec appréhension, regardant autour de nous comme si nous allions apercevoir quelque chose d'anormal. Puis, les phénomènes s'intensifièrent. Ce n'était plus seulement les apitos. Un jour, alors que nous jouions, l'un des ballons de volley, qui avait été envoyé droit vers Paul, changea soudainement de trajectoire, comme s'il avait été frappé par une force invisible. Le ballon zigzaga dans les airs, retombant brusquement à nos pieds. Nous nous figeâmes tous, un silence de plomb envahissant le gymnase. Personne n'osa dire quoi que ce soit, mais nous savions tous que quelque chose de profondément étrange venait de se passer. C'est Julien, le plus courageux du groupe, qui décida de défier ce que nous soupçonnions tous être une présence. Il était toujours le premier à lancer des défis stupides, à se moquer du danger, mais cette fois, son ton était différent. Il se planta au milieu du terrain, regarda fixement le plafond du gymnase, là où l'écho des apitos semblait souvent résonner. « Si c'est toi, montre-toi » cria-t-il, ses mots se répercutant contre les murs. Au début, il ne se passa rien. Puis, soudain, un sifflet, beaucoup plus fort que d'habitude, résonna, si aigu qu'il en fut presque douloureux. Julien tressaillit, mais il ne bougea pas. C'est alors qu'il poussa un cri de terreur. « Quelque chose m'a touché » hurla-t-il, sa main agrippant frénétiquement son cou. Nous restâmes pétrifiés alors qu'il se débattait contre une force invisible, son visage tordu par la panique. Il tomba à genoux, ses mains enroulées autour de son cou comme s'il essayait de se libérer d'une étreinte qui n'existait pas. J'étais terrifié, incapable de bouger. Le sifflet se fit entendre une nouvelle fois, plus distant, et soudain, Julien lâcha prise, haletant, les larmes aux yeux. J'ai senti des mains autour de mon cou, haleta-t-il, son souffle coupé par l'horreur. Personne n'osa dire un mot.
Nous étions tous là, les yeux écarquillés, incapables de comprendre ce que nous venions de voir. Après cet incident, plus aucun de nous ne prit à la légère l'idée que quelque chose de sinistre hantait ce gymnase. Le jour du dernier entraînement avant le championnat, l'atmosphère dans le gymnase était lourde, presque suffocante. Aucun de nous ne voulait vraiment être là, mais Monsieur Lebrun insistait pour que nous fassions un dernier effort avant la compétition. Nous avions tous peur, mais personne n'osait l'admettre ouvertement. Les sifflets étaient devenus un cauchemar quotidien, une menace constante qui planait au-dessus de nos têtes. Le silence régnait pendant les premières minutes du jeu, seulement brisé par le rebond des ballons et nos pas sur le sol. Mais cette accalmie fut de courte durée. Le premier coup de sifflet résonna, cette fois plus fort que jamais, presque comme un cri. Nous nous sommes tous arrêtés, figés, regardant autour de nous. Monsieur Lebrun, lui aussi, avait l'air nerveux, ses yeux se plissant alors qu'il scrutait les tribunes vides. Puis, nous l'avons vu. Une silhouette floue, indistincte, se déplaçant rapidement dans les gradins, comme une ombre qui glissait à travers les sièges vides. Mon cœur battait à tout rompre, et je pouvais entendre le souffle saccadé de mes coéquipiers. La forme s'évanouit aussitôt qu'elle apparut, mais l'impact fut instantané. Nous savions que quelque chose ou quelqu'un était là avec nous. Le sifflet retentit de nouveau, si perçant qu'il semblait vibrer dans mes os. Cette fois, les lumières commencèrent à vaciller. Le gymnase tout entier s'emplissait d'une énergie chaotique, comme si l'endroit prenait vie sous l'emprise d'une force invisible. Nous continuâmes à jouer, mais nos mouvements étaient mécaniques, contrôlés par la peur. C'est alors que la catastrophe arriva. Alors que nous servions pour un dernier point, l'une des poteaux soutenant le filet trembla violemment, comme si quelqu'un le secouait de toutes ses forces. D'un coup, la corde se détacha, et la lourde structure métallique s'effondra, manquant de peu de frapper l'un de mes coéquipiers. Le gymnase éclata en cris de panique. Les ballons volaient dans tous les sens, comme poussés par une rafale de vent invisible. Nous nous précipitâmes tous vers la sortie, poussant et criant, désespérés de quitter cet endroit maudit. Monsieur Lebrun tenta de calmer le groupe, mais même lui semblait terrifié. Lorsque nous franchîmes enfin les portes du gymnase, une fois dehors, l'air froid de la soirée nous frappa comme une délivrance. Personne ne parla sur le chemin du retour. Nous savions tous, sans l'exprimer à voix haute, que ce n'était pas un simple accident. Le lendemain, la direction annonça que le gymnase serait fermé temporairement pour des réparations de sécurité. Mais pour nous, le groupe d'élèves qui avait entendu les apitos et vu l'ombre, le message était clair. Quelque chose restait prisonnier de ce lieu. Quelque chose qui ne voulait pas qu'on l'oublie. Nous ne sommes jamais retournés là-bas. C'était une journée comme les autres. Ou du moins, c'est ce que je croyais en entrant dans cette vieille salle de maths. Elle était différente des autres salles, plus sombre, avec des murs jaunis par le temps et des fenêtres étroites qui laissaient à peine passer la lumière. On disait que c'était la salle la plus ancienne de toute l'école. Et cela se voyait. Le tableau noir, énorme et usé, occupait presque tout le mur du fond. Il y avait des marques de craie partout, comme si des centaines de formules avaient été écrites et effacées à l'infini. Notre professeur, M. Laurent, était un homme fatigué. Il n'avait pas l'air de beaucoup aimer son travail. Il arrivait toujours en retard, ses vêtements légèrement froissés, ses lunettes posées de travers sur son nez. Aujourd'hui, il paraissait encore plus épuisé que d'habitude. Il s'est contenté de poser son sac sur le bureau, sans un mot, et a commencé à écrire quelques formules basiques au tableau, comme il le faisait chaque matin. Je m'assis au fond, près de la fenêtre, essayant de me concentrer, mais quelque chose dans l'air me dérangeait. Il faisait plus froid que d'habitude. Pas le genre de froid qui vient de l'extérieur, mais plutôt un froid étrange, comme si la pièce elle-même essayait de nous faire partir. J'ai regardé autour de moi. Les autres élèves semblaient ne pas le remarquer, ou du moins, ils faisaient semblant. Les yeux rivés sur leurs cahiers, ils griffonnaient des équations sans grand enthousiasme. Monsieur Laurent continuait son cours d'une voix monotone, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa manière de parler aujourd'hui, comme s'il était absent, ailleurs.
Le tableau noir, quant à lui, semblait presque briller dans la faible lumière de l'après-midi. Je n'y avais jamais prêté attention auparavant, mais aujourd'hui, ce tableau me mettait mal à l'aise. Il y avait des traces de craie anciennes que personne n'avait jamais réussi à effacer complètement, comme si des formules y étaient gravées à jamais. C'était comme si quelque chose était resté coincé dans cette pièce depuis longtemps. Et ce jour-là, j'ai commencé à le sentir. C'est au milieu du cours que tout a commencé. Monsieur Laurent était en train d'écrire une équation simple au tableau. Quelque chose sur le théorème de Pythagore, je crois. Je n'y prêtais pas vraiment attention, jusqu'au moment où il s'est figé, la craie suspendue dans les airs. Il fronçait les sourcils, fixant le tableau d'un air perplexe. Puis, sans un mot, il effaça la formule qu'il venait de tracer. Je trouvais cela bizarre. Il venait de l'écrire. Alors pourquoi l'effacer aussi vite? Pendant qu'il s'apprêtait à réécrire l'équation, je remarquai quelque chose d'étrange. Là, sur le tableau, juste au-dessus de la ligne qu'il avait effacée, une autre formule apparaissait, comme si elle avait toujours été là, mais que personne ne l'avait vue jusqu'à maintenant. Pourtant, je jurerais qu'il n'y avait rien une minute avant. La formule était complexe, bien plus que ce que nous étions censés apprendre ce jour-là. Des symboles que je ne reconnaissais pas s'enchaînaient, des équations compliquées que même M. Laurent ne semblait pas comprendre. Il s'arrêta, la main tremblante, fixant le tableau comme s'il voyait un fantôme. « Qui a écrit ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque, presque méconnaissable. Nous nous regardâmes, stupéfaits. Personne n'avait bougé, et il était clair que cette formule n'avait pas été écrite par l'un de nous. Il y eut un silence lourd, seulement brisé par le bruit de la craie tombant des doigts du professeur. Je sentais une tension monter dans la pièce. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de nous dire quelque chose à travers ces chiffres. Monsieur Laurent tenta de reprendre ses esprits et, avec une nervosité palpable, effaça de nouveau le tableau, cette fois avec plus de force, comme s'il essayait d'effacer plus qu'une simple équation. Mais le mal était déjà fait. Le lendemain, quand nous sommes revenus en classe, les formules étaient de retour, encore plus nombreuses. Des lignes entières d'équations étaient apparues pendant la nuit, écrites avec une précision parfaite. Aucune d'entre elles n'avait de sens pour nous, et pourtant, elles étaient là, inscrites sur le tableau comme un message crypté, destiné à rester incompris. Nous étions tous en état de choc, mais personne ne disait rien. C'était comme si nous avions collectivement décidé de ne pas parler de ce qui se passait. Pourtant, chaque fois que M. Laurent essayait de les effacer, elles revenaient, plus insistantes, comme une sorte de malédiction. Et dans cette salle glaciale, je commençais à comprendre que quelque chose d'ancien, de profondément troublant, se réveillait. C'est Clara, une fille de la classe, qui a finalement brisé le silence. Elle s'est approchée de moi pendant la pause, l'air grave, et m'a dit qu'elle avait entendu des rumeurs à propos de cette salle. Je n'y prêtais pas vraiment attention, jusqu'à ce qu'elle mentionne le nom d'un ancien professeur de maths, M. Berger. Il était mort il y a des années, ici même, dans cette salle. Intrigué, j'ai demandé des détails, et Clara m'a raconté ce qu'elle avait découvert en fouillant dans les archives de l'école. M. Berger était un génie des mathématiques, mais aussi un homme obsédé, presque tyrannique. Il était obsédé par une équation qu'il n'arrivait jamais à résoudre. Quelque chose de complexe qui le hantait jour et nuit. Un jour, pendant un de ses cours, en plein milieu d'une démonstration au tableau, il s'est effondré devant ses élèves. Crise cardiaque, selon les rapports officiels. Mais certains disaient qu'il avait vu quelque chose, juste avant de s'écrouler. Quelque chose qui l'avait terrifié. « Et tu sais ce qui est encore plus étrange ?» ajouta Clara, baissant la voix. Sa dernière équation n'a jamais été effacée. Elle est restée sur le tableau pendant des semaines jusqu'à ce que la direction décide de repeindre la salle. Mais il paraît que parfois elle réapparaît. Je la regardais incrédule. Pourtant, ce qu'elle disait expliquait les formules qui continuaient d'apparaître. C'était comme si quelque chose de son esprit était resté piégé ici, dans cette salle, essayant encore de finir ce qu'il avait commencé. Les jours suivants, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à M. Berger à chaque fois que je voyais ces équations sur le tableau. Elles semblaient s'étendre, chaque jour un peu plus, occupant tout l'espace disponible.
C'était comme si le tableau entier était devenu une toile pour cet esprit qui cherchait désespérément à résoudre son ultime énigme. Le plus perturbant, c'était que personne n'en parlait à voix haute, mais tout le monde le ressentait. Une tension invisible qui planait dans l'air. Monsieur Laurent, d'ordinaire si calme, semblait de plus en plus perturbé. À chaque nouvelle équation, son visage se crispait un peu plus, comme s'il sentait lui aussi la présence de quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Clara, quant à elle, continuait à fouiner. Elle était convaincue que l'apparition des formules était liée à la mort de Berger, et plus le temps passait, plus cela devenait évident. Mais personne ne savait ce que ces équations signifiaient, ni comment arrêter ce qui était en train de se réveiller. Les semaines passèrent, et l'atmosphère dans la salle de maths devint de plus en plus pesante. Chaque jour, de nouvelles équations apparaissaient, certaines si compliquées qu'elles semblaient impossibles à déchiffrer. J'avais l'impression que le tableau prenait vie, comme si les formules se moquaient de nous, jouant avec nos nerfs. Monsieur Laurent avait commencé à éviter le tableau, presque comme s'il craignait d'y poser les yeux. Nous, les élèves, étions devenus de plus en plus nerveux. Des chuchotements circulaient dans les couloirs. Les élèves racontaient des histoires sur cette salle, sur l'esprit du professeur qui réclamait une résolution, un aboutissement. Certains même disaient qu'on pouvait l'entendre murmurer des équations dans le silence de la classe, des murmures qui résonnaient dans nos oreilles, surtout lorsque la lumière s'éteignait et que l'obscurité s'installait. Un jour, alors que nous nous installions pour un cours, le tableau commença à vibrer. J'ai cru rêver. Mes camarades et moi avons échangé des regards inquiets, l'air incrédule. Une craie, seule, s'éleva lentement, comme attirée par une force invisible. Elle traça une nouvelle formule, une équation si complexe qu'elle semblait défier la logique. C'était comme si quelque chose essayait de communiquer avec nous. Clara, en proie à une fascination morbide, s'approcha du tableau, ses mains tremblantes. Elle murmura quelque chose sur le professeur, comme si elle essayait d'établir un contact. Je voulais l'en empêcher, mais mes jambes ne répondaient plus. Je la regardais, pétrifiée, tandis qu'elle touchait le tableau, effleurant les lettres comme pour comprendre ce qu'elles signifiaient. C'est alors qu'un frisson glacé parcourut la salle. Une ombre, fugace mais palpable, glissa derrière elle. Je me levai brusquement, mes yeux fixés sur le tableau, et c'est là que je vis. Les formules s'alignaient, formant un message. C'était un avertissement, une sorte de cri désespéré. « Résume-moi » souffla une voix dans ma tête, forte et insistante. C'était terrifiant. À ce moment-là, je compris que ce n'était pas simplement un esprit errant. C'était une entité qui cherchait à terminer son œuvre, et elle avait choisi notre classe pour le faire. Les murs semblaient se refermer autour de nous, et l'air devenait de plus en plus difficile à respirer. Nous étions pris au piège dans cette salle, avec ce professeur dont l'esprit était toujours présent, attendant que quelqu'un l'aide à résoudre son ultime équation. Les jours suivants, tout devint chaotique. Les élèves perdaient peu à peu leur concentration, obsédés par le tableau. Des cauchemars commençaient à hanter nos nuits, remplis d'équations sans fin et de murmures terrifiants. Monsieur Laurent semblait sur le point de craquer, et je savais qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Mais comment arrêter ce qui était en train de se dérouler? La tension atteignit son paroxysme un vendredi après-midi. Nous étions tous rassemblés dans la salle, l'ambiance électrique. Les formules continuaient d'apparaître, se multipliant et se complexifiant, et nous avions tous l'impression que quelque chose de terrible allait se produire. Monsieur Laurent avait enfin décidé de s'attaquer au problème, persuadé que nous devions affronter cette entité ensemble. Il prit une grande inspiration et d'une voix ferme, annonça que nous allions tenter de comprendre la dernière équation qui ornait le tableau. Mais à peine avait-il commencé à l'expliquer que le tableau vibra à nouveau, presque de manière frénétique. Les lumières clignotèrent et un froid glacial envahit la pièce. Je sentais ma peau se hérisser sous l'effet de cette atmosphère de plus en plus oppressante. Soudain, la craie s'éleva de nouveau, traçant des symboles à une vitesse incroyable. Monsieur Laurent tenta de les effacer, mais la craie l'ignora, écrivant encore et encore, comme si elle était possédée. Les murs résonnaient de chuchotements,
des murmures de voix qui s'entremêlaient, à la fois familiers et étranges. C'était alors que je réalisais que ce n'était pas seulement une folie de la classe. C'était un appel à l'aide. Un cri d'un professeur qui n'avait jamais pu finir son cours. Je me levai, malgré la peur qui m'enserrait le cœur. Je savais que nous devions résoudre cette équation. Mais comment? Je pris mon courage à deux mains, et à voix haute, je lançai. Peut-être que nous devons le faire ensemble. Tous les élèves se tournèrent vers moi, le regard perdu entre la peur et la détermination. Monsieur Laurent, lui aussi, semblait hésitant, mais il acquiesça. Nous nous rassemblâmes autour du tableau, tentant de déchiffrer les formules, de comprendre ce que le professeur Berger avait voulu nous enseigner. À mesure que nous travaillions ensemble, l'atmosphère commença à changer. Les murmures se firent plus doux, comme s'ils nous encourageaient. Mais l'étrangeté ne disparaissait pas. Au contraire, les symboles au tableau se transformaient, se réorganisant sous nos yeux, comme si l'entité ressentait notre effort. Finalement, après ce qui parut une éternité, une dernière formule émergea, plus claire que les autres. C'était comme si nous avions réussi à capter l'essence de ce que le professeur avait voulu transmettre. Je ne sais pas comment, mais nous avions compris. Au moment où nous terminâmes d'écrire la solution, un silence profond enveloppa la salle. Les lumières se stabilisèrent et un frisson passa dans l'air. Le tableau devint alors étrangement lumineux, comme si l'esprit du professeur se libérait. Une paix soudaine nous envahit, et je sentis une chaleur réconfortante. Monsieur Laurent, ému, se tourna vers nous, ses yeux brillants. Nous avions réussi à conclure cette leçon, à donner une fin à une histoire qui avait longtemps été suspendue dans le temps. Mais alors que nous quittions la salle, je ne pouvais m'empêcher de me demander si nous avions vraiment exorcisé ce qui s'y était passé. Les murmures s'étaient tus, mais je savais que les échos de cette expérience resteraient avec nous. Un rappel constant que certaines leçons, même après des années, ne peuvent jamais être complètement effacées. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.